Bonjour à tous et bienvenue. Dans le cadre de sa tournée en Afrique de l'Ouest, le président de la Pologne, Andrzej Duda, est arrivé à Abidjan ce matin pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures. Et c'est le sujet de ce numéro de Ça fait l'actualité. Quelles sont les attentes des populations et notamment des opérateurs économiques à l'issue de cette visite? Un reportage signé Sédou Ouattara. Les relations diplomatiques entre la Pologne et la Côte d'Ivoire ont été établies en 1974. La Pologne a reconnu la République de Côte d'Ivoire le jour où celle-ci a déclaré son indépendance le 7 août 1960. Le pays est l'un des principaux partenaires commerciaux de la Pologne en Afrique de l'Ouest, avec un volume des échanges dépassant les 700 millions. Selon certains opérateurs économiques, la venue du président de la Pologne en Côte d'Ivoire est salutaire et bénéfique pour l'ensemble de la population ivoirienne. Si ces pays-là viennent, c'est parce que la Côte d'Ivoire est un pays crédible, je dirais qu'il y a pignon sur rue, et chaque pays développé, et même des pays de la sous-région, cherche à venir chez nous pour pouvoir investir, et je pense que cela est très intéressant pour le développement de notre pays. L'arrivée de ces présidents démontre que le pays est en paix, qui fait que nous arrangons, nous les opérateurs économiques, qui fait que nos choses tournent bien, parce que sans la paix, nous les opérateurs économiques, nous sommes les premiers perdants. Et puis c'est l'arrivée de tous ces présidents, ça envoie des investisseurs en Côte d'Ivoire. Ça donne la confiance aux autres partenaires qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Ça montre que la Côte d'Ivoire est fréquentable pour tout le monde et ça montre aussi que pour faire des affaires en Côte d'Ivoire, c'est facile. Selon le FMI, la Pologne est classée parmi les pays producteurs de richesses, avec un PIB qui avoisine à peu près les 720 milliards de dollars. Donc recevoir un tel pays, ça ne peut qu'être une fierté pour la Côte d'Ivoire. Tous ces pays européens ont déjà des marques d'avancées technologiques, d'avancées économiques, sociales, culturelles, qui sont en n'en point douter réelles. Et dès l'instant où on peut faire des échanges, on peut participer, on peut avoir des formats de collaboration, nous sommes ouverts. Et nous pensons que c'est dans ce dynamisme-là que nous devons tous nous inscrire. Nous avons la possibilité d'échanger avec tous les promoteurs, tous les opérateurs, les architectes polonais qui viendront, parce que je pense que nous avons des terrains d'échange et des intérêts communs à partager. Pays d'Europe centrale, la République de Pologne abrite 38 millions d'habitants et est la 21e économie du monde en PIB. Membre de l'Union européenne, la Pologne tient une place stratégique sur le continent, et notamment depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors quels sont les enjeux de la visite d'amitié et de travail du président polonais en Côte d'Ivoire et les liens historiques entre nos deux pays? Pour en parler, je reçois Bangaline Goran, historien, enseignant-chercheur à l'université de Daloa. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim, merci. Et Sylvain Nguessan, analyste politique, directeur de l'Institut stratégique d'Abidjan. Bonjour et merci d'être présent. Merci Fatim. Alors messieurs, la Pologne est un peu méconnue sur notre continent. Quelles sont ses particularités historiques et géographiques? Alors, commençons par les particularités historiques et on fera l'effort de mettre cela en rapport avec les relations africaines. La rencontre principale notable entre l'Afrique et la Pologne, on peut la situer durant la Deuxième Guerre mondiale, où environ 19 000 Polonais ont trouvé refuge au Zimbabwe, en Tanzanie, ainsi qu'au Kenya, un troisième pays de l'Afrique australe. Alors, il s'est trouvé qu'après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne d'Adolf Hitler, il y a des Juifs polonais qui ont été évacués d'abord en Russie. Et après la Russie, il y a eu l'idée de les utiliser pour constituer une armée qui allait donc se joindre aux forces de libération qui étaient en marche en France. Mais il se trouvait que le monde qui a été évacué, il y avait autant des hommes en âge de combattre, mais aussi des femmes et des enfants, donc des civils. Et donc ces civils ont
convoyé en direction de l'Iran, et de l'Iran, il fallait trouver une solution définitive. Et la Grande-Bretagne, qui était en ce moment-là la puissance coloniale, a proposé donc de les évacuer dans ces 3 pays africains-là, le temps que le conflit ne prenne fin. Et donc finalement, l'Afrique, aujourd'hui encore, vous pouvez voir des cimetières juifs polonais en Tanzanie qui marquent donc cette tranche d'histoire qui représente la rencontre entre l'Afrique et la Pologne. Donc l'Afrique dans le rôle de pays refuge ou encore de terre refuge qui prête secours à la Pologne. C'est pourquoi d'ailleurs, quand il y a eu la crise en Ukraine et qu'on s'est rendu compte que des étudiants africains avaient des difficultés pour entrer sur le territoire polonais, pour traverser simplement le territoire polonais, ça a eu à réveiller des souvenirs et amener beaucoup de protestations. Et le dernier trait, avant de céder la parole, c'est le fait que la Pologne, après la Deuxième Guerre mondiale, a basculé dans le bloc socialiste. Et donc, à partir de cet instant-là, disons que certains pays francophones qui étaient rattachés au bloc capitaliste, même quand ils entretenaient des relations économiques avec la Pologne, se sont limités seulement à ces relations économiques. La Pologne a eu des relations politiques, diplomatiques avec des pays dans la sous-région, en tout cas avec des pays comme le Ghana, qui étaient aussi rattachés au bloc socialiste. Donc c'est là un peu ce qu'on peut dire pour introduire notre propos. D'accord. Et sur le plan géographique, pour qu'on en prenne bien la mesure, qu'est-ce qu'on peut dire de la Pologne? Retournons géopolitique oblige, ces 2 voisins, l'Allemagne et l'Ukraine. L'Allemagne, 5e puissance mondiale, qui tire cette partie du monde-là vers le haut, en tant que leader économique, en tant que puissance dans les divers domaines de transformation technologique qu'on peut imaginer. Et l'autre côté, l'Ukraine qui est dans une crise dont nous avons tous entendu parler. Donc la Pologne essaie de se faire entendre dans le Conseil des Nations pour espérer apporter l'aide la plus importante possible à l'Ukraine, son voisin qui est en difficulté. Alors, membre de l'OTAN depuis 1999 et de l'Union européenne depuis 2004, la Pologne a une position hautement stratégique. Pour quelle raison? Tout simplement parce que c'est, je dirais, l'avant-poste du bloc euro-atlantique. La Pologne, comme vient de le dire Dr Sylvain Guessant, est au contact aujourd'hui avec l'Ukraine. Mais au-delà de ce fait-là, avant que l'Ukraine ne soit bien sûr acceptée dans l'Union européenne, c'était elle qui était la frontière la plus à l'est de l'Union européenne. Et donc avec la Roumanie, elle était confrontée aux vagues migratoires qui venaient de l'Asie, qui, on le sait, un espace fortement déstabilisé, je dirais plutôt le Moyen-Orient pour être plus précis, qui était un espace fortement déstabilisé. Et donc c'était la frontière et c'était elle qui était chargée de contenir aux frontières de l'Union européenne la pression migratoire. Et après cet épisode-là, il y a eu également la crise en Ukraine aujourd'hui. Et dans le dispositif de l'OTAN, la Pologne, si vous voulez, c'est la position avancée. Donc la première caserne militaire de l'OTAN, qui était composée avant le conflit de 5500 soldats américains, était stationnée sur le territoire polonais et également abrite un dispositif antimissile de l'OTAN. Donc c'est un pays phare dans le dispositif de défense et de l'OTAN, mais aussi dans le dispositif frontalier de l'Union européenne. Sur la position géostratégique, vous voulez apporter quelque chose? C'est bien expliqué la position géostratégique, un peu à mi-chemin. Le bouclier de l'OTAN face à l'avancée de la Russie dans son précaré. Alors l'élection d'Andrzej Duda à la présidence de la République en août 2015 et la victoire de son parti Droit et Justice aux élections législatives d'octobre 2015 marquent le retour des conservateurs au pouvoir en Pologne et le triomphe, certains disent, de l'euroscepticisme. Que peut-on dire sur le président Duda en visite aujourd'hui chez nous? Le président Andrzej Duda est, disons-le, par sa formation, un juriste. Mais il a été aussi dans sa jeunesse scout catholique, parce que la Pologne est l'un des pays les plus catholiques d'Europe, avec plus de 98% de ses citoyens qui sont rattachés donc aux valeurs de l'Église catholique. Et en tant que catholique, disons que son engagement, il a été ensuite, après avoir été, pendant les cycles secondaires enfant de cœur, il a été ensuite scout. Et donc quand il décide de s'engager en politique, il le fait en tant que technocrate, donc juriste. Il s'engage selon ses valeurs catholiques, conservatrices, dans le parti fondé par les 2 jumeaux Kaczynski, Lech Kaczynski et Jarosław.
et il va évoluer dans leur ombre. Il va servir en tant que sous-secrétaire d'État au ministère de la Justice, ensuite rattaché à la chancellerie, donc ce qu'on peut considérer chez eux comme la primature. Et l'homme, de par ses idées, s'il s'engage bien sûr dans ce parti, c'est parce qu'il est lui-même, disons, souverainiste d'abord, souverainiste, et c'est parce qu'il ne l'a jamais assumé d'être eurosceptique, mais on sait une chose, c'est qu'il est souverainiste, donc nationaliste, et partant de là, il se rattache, lui, en tant que... Sinon, son parti se rattache plus au courant eurosceptique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Pologne est entrée dans l'Union européenne, mais ils sont pour que les relations entre la Pologne et l'Union européenne soient tempérées par un rapprochement avec les États-Unis, étant donné qu'on sait que dans ces dernières années, l'Union européenne était plutôt dans une dynamique de prendre ses distances, surtout après la présidence de Donald Trump, était dans une dynamique de prendre ses distances avec les États-Unis. Et donc la Pologne joue donc dans cette rivalité qui était naissante avant la crise ukrainienne, joue donc sur le pion de se rapprocher des États-Unis et de tempérer un peu sa relation avec l'Union européenne. Alors toujours sur Andrzej Duda, le chef de l'État polonais, effectivement, on a l'impression que la guerre en Ukraine oblige une certaine réelle politique. Celui qu'on disait eurosceptique, finalement, son pays sert de base arrière pour les Occidentaux dans ce conflit, pour l'Europe et les Américains. Bon, permettez que je revienne un peu. Eurosceptique, je ne sais pas trop. Mais toujours est-il qu'au sein de l'Union européenne, même les fervents militants de l'Union européenne, l'Allemagne, la France et autres, sont aujourd'hui pour ce qu'il est convenu d'appeler l'autonomie d'appréciation et de décision. C'est-à-dire qu'on est tous membres de l'Union européenne, on est tous membres de l'OTAN, mais chacun sait apprécier, défendre ses intérêts à un certain moment. La France s'inscrit dans cette logique avec la compasse stratégique dont il parlait, le dossier brûlant que l'Allemagne a cédé à la France en janvier 2022, lorsque la France devait diriger l'Union européenne. Fallait-il bâtir l'Europe de la défense ou alors fallait-il rester sous le parapluie protecteur de l'OTAN dirigé par les Américains? Ils étaient censés basculer, ça c'est la question que vous posez maintenant, mais avec le voisin puissant, le russe, qui est en terre ukrainienne, cela a mené plus ou moins les autres à revoir leur position. L'Union européenne ne parle pratiquement plus de l'Europe de la défense. Le président Macron ne parle pratiquement plus de la compasse stratégique. Le dossier qui lui a été confié, il fallait passer à 2% du PIB consacré à la défense. L'Union européenne devait avoir ses moyens de se défendre sans forcément recourir aux États-Unis. Bref, la guerre face avec les appétits des puissances, les stratégies des puissances qui sont clairement assumées aujourd'hui par les grands, ont amené les uns et les autres à tempérer leur ardeur et à se mettre sous la coupole de l'un des 5 grands ou alors de l'un des 3 grands, les États-Unis, la Chine et la Russie. Alors, messieurs, la crise alimentaire et énergétique mondiale, en tout cas, ces deux crises vont certainement être abordées lors de cette visite. Est-ce que la Pologne peut donner quelques garanties que ce soit sur ces questions à la Côte d'Ivoire ? Oui, la Pologne est quand même un pays assez important dans les dispositifs, surtout d'évacuation de tout ce qu'il y a comme production au niveau de l'Ukraine, même si la Pologne même est aussi une puissance agricole. Mais si on parle de prospective économique, on pourra bien sûr aborder l'aspect de ce que de ce que la Pologne peut apporter au développement agricole de la Côte d'Ivoire. Mais s'il s'agit de parler d'urgence, lors des accords en Turquie entre les deux parties en conflit, c'est-à-dire la partie ukrainienne et la partie russe, il a été convenu que, à défaut de pouvoir évacuer la production agricole de l'Ukraine par les différents ports qui sont aussi une cible dans le conflit qui a cours, la Pologne s'est engagée à mettre à disposition son réseau ferroviaire parce qu'ils ont l'un des réseaux ferroviaires les plus denses d'Europe. D'ailleurs, c'est l'un des pôles je dirais d'importation ou d'exportation, en tout cas dans les échanges commerciaux avec l'extérieur, c'est l'un des pôles qu'ils mettent en avant. D'ailleurs, ils vendent à la Côte d'Ivoire des rails. Voilà, c'est l'une des informations. Donc, c'est l'une des puissances ferroviaires. Donc, ils ont décidé de mettre à la disposition de l'évacuation éventuellement de ces produits-là au cas où les différents ports étaient inopérants, de mettre à disposition les réseaux ferroviaires pour que cela puisse servir justement à évacuer la production ukrainienne vers l'extérieur. Donc, de ce point de vue-là, la Pologne peut apporter son parc ferroviaire comme appui pour écouler ces marchandises. Alors ça, c'est sur le plan, on va dire, de la crise alimentaire, des marchandises, mais sur le plan énergétique, quel est le poids de la Pologne dans cette crise mondiale ?
La Pologne elle-même était abonnée au charbon, ensuite ils ont essayé de basculer, mais actuellement ils sont dans une dépendance énergétique vis-à-vis quand même de l'extérieur et donc de la Russie. J'allais revenir un peu sur la question du point de vue alimentaire. Ça fait que la Côte d'Ivoire est carrément dépendante de l'importation du riz. Plus de 400 milliards annuels consacrés à importer du riz. Dans un tel contexte, on imagine que le contact entre la Côte d'Ivoire, on souhaite que le contact entre la Côte d'Ivoire et la Pologne puisse nous permettre, si la volonté politique suit, de baisser cette dépendance-là dans la mesure où, la Pologne ne cessera de le dire, ce n'est pas l'un des 5 grands, on ne le cite pas forcément parmi les 10 premiers pays, mais en matière de transformation agricole, en matière de sécurité alimentaire, en matière d'autosuffisance, on nous gagnerait beaucoup dans cette coopération avec la Pologne. Monsieur, est-ce la première fois qu'un président polonais visite la Côte d'Ivoire? Oui, historiquement, c'est une grande première. Jusque-là, on a eu dernièrement des missions de prospection économique. On l'avait déjà dit d'entrée, c'est que la Pologne était dans un bloc socialiste, de sorte que cela n'a pas facilité des relations politiques, diplomatiques avec les pays qui étaient dans le bloc capitaliste. Alors, ce n'est qu'à partir de 2016 qu'on a reçu une première délégation pour... deux délégations qui sont suivies en 2016 et en 2017 pour une prospection. Et on a ensuite reçu 2 vice-ministres. Le premier, ça a été le vice-ministre des Affaires étrangères de la Pologne, qui est passé en Côte d'Ivoire, si j'ai bonne mémoire, en 2017, et qui a été suivi un peu plus récemment, en 2021, par le vice-ministre de l'entrepreneuriat à l'occasion d'une journée organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, en collaboration avec une représentation de la Chambre, disons, polonaise de promotion des investissements à l'étranger. Et donc, jusque-là, on avait reçu 2 vice-ministres. C'est la première fois qu'on reçoit une autorité de premier plan de ce pays rattaché par le passé au bloc socialiste. Alors, j'allais vous demander finalement quels sont les liens historiques entre nos 2 pays. Vous commencez déjà à nous dessiner quelques pistes. Mais est-ce qu'on imagine que cette visite d'aujourd'hui découle directement de ces prospections citées précédemment, ou c'est vraiment le climat actuel, mondial et régional qui justifie? L'un dans l'autre, sur la base que la Pologne a pris le soin de préparer la visite de son président. 2016, déjà, le président Duda était au pouvoir, depuis 2015. Donc, le dossier de 2016-2017, comme la foire de 2021, on peut dire qu'il a reçu quand même des rapports. Donc, deuxième facteur, avec le retour de la Russie sur le continent, notamment la présence en RCA et au Mali, cela essaie de rabattre plus ou moins les cartes. Donc, l'un dans l'autre, je pense que chaque puissance, on ne le dira pas assez, la Pologne, c'est quand même la 6e puissance économique de l'Union européenne. Donc, l'un dans l'autre, les bonnes sont en train de bouger. Les cartes se rabattent sur la scène de la géopolitique, de la géoéconomie internationale. Donc, c'est tout à fait normal que la Pologne aussi essaie de voir ce qui se passe un peu en Afrique occidentale pour voir quelles sont les pistes, les opportunités à saisir face à ce basculement géopolitique qui est en train de se dessiner. Bon, ceci dit, on pourrait aussi trouver d'autres facteurs. La quête de l'autonomie stratégique même de la Pologne, qui, n'est-ce pas, voudrait peser un peu plus, le basculement après le Brexit, après l'effet Trump, etc., etc. Chaque pays essaie de compter sur ses propres ressources, sur ses propres opportunités, sur ses propres stratégies, pour ne pas tomber dans une dépendance, parce que l'effet Trump, même s'ils avaient de bonnes relations, les 2 hommes, mais quand même ça marquait l'histoire de l'Europe. Justement, vous le disiez, 6e économie de l'Union européenne et 21e économie du monde en PIB. Sur le plan économique, quels sont finalement les atouts de la Pologne pour notre pays? Vous parliez de l'aspect agricole, mais pas que, le tissu ferroviaire. Absolument. Alors, la Pologne, déjà, pour revenir un peu en arrière sur la dernière question, c'est que l'arrivée du président polonais ici s'inscrit dans une stratégie globale qui a été établie par le pays depuis 2013, qu'ils ont appelé la stratégie Go Africa. Alors, lorsque la Pologne s'est rendue compte que ses alliés traditionnels, c'est-à-dire son arrière-coup européen, étaient des économies européennes qui sont aujourd'hui en crise de la croissance surtout, elle a décidé de prospecter au-delà de son giron historique. Et donc, depuis 2013, officiellement, d'ailleurs, tout à l'heure, on vous a dit qu'il y a eu des prospections en 2016-2017. C'est après, donc, cette stratégie a été arrêtée en 2013, 3 ans après qu'ils sont arrivés, parce que c'était une tournée, qu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire.
Et donc, la stratégie aujourd'hui, c'est de tripler sur 10 à 15 ans le volume des affaires avec les pays africains, parce que la Pologne a aujourd'hui environ un peu plus de 2000 entreprises qui sont engagées sur le secteur africain. Et les différents secteurs, pour revenir à votre question, qui sont concernés déjà, c'est que la Pologne a une expertise assez assermentée au niveau européen en matière de tout ce qui est construction navale. D'accord, le chantier naval, c'est pour les Polonais. Mais au-delà de cela aussi, tout ce qui est lié à l'industrie de transformation, de conservation des productions agricoles, donc tout ce qui est construction de silos pour conserver, par exemple, le Premier ministre vient de lancer des parcs agro-industriels dans le nord du pays. On va produire le riz en quantité, mais comment est-ce qu'on le conserve? Ils ont une expertise dans ce domaine-là. Ils ont aussi, et surtout actuellement, c'est sur cela que la Pologne mise surtout, ils ont des offres assez intéressantes en termes de tracteurs agricoles. Parce que la Pologne, aujourd'hui, a construit son modèle sur l'exploitation de ce qu'on appelait avant les fermes d'État, qui, après le croulement du bloc socialiste, ont été livrées à des concessionnaires privés. Donc, ils ont cette expérience de l'exploitation de grandes superficies qui a commencé avec les fermes d'État aujourd'hui, qui ont évolué vers des fermes concessionnaires. Donc, en parallèle, ils ont développé une industrie, je dirais, de mécanisation qui pourrait aujourd'hui profiter à un pays comme la Côte d'Ivoire qui a un PNIA, donc si vous voulez, un plan national d'investissement agricole qui est doté d'un portefeuille de près de 4 000 milliards. Donc, dans ces 4 000 milliards, il y a des poches de dépenses qui sont allouées à la mécanisation. Et aujourd'hui, la Pologne offre, si vous voulez, une opportunité intéressante. Pourquoi? Parce que en Pologne, aujourd'hui, si vous voulez, le taux horaire du travail moyen par heure est de 8 € à peu près, comparé avec le reste de l'Europe où c'est 24 €. Donc, ce qui fait que à partir du moment où ils produisent un peu moins cher, ils vendent aussi de la qualité européenne, mais à un prix un peu plus raisonnable. Donc, pour des pays comme la Côte d'Ivoire, il est mieux de payer la qualité européenne en Pologne que d'aller vers d'autres destinations. C'était ma prochaine question, parce que justement, à contrario, comment vous expliquez l'intérêt de la Pologne pour la Côte d'Ivoire? Là, vous nous parliez des prix, peut-être des bas prix par rapport à d'autres puissances européennes. Quels sont les avantages de la Côte d'Ivoire pour les Polonais? Oui, bon, cela s'inscrit aussi dans une approche globale et une approche un peu holistique. Pas seulement la Côte d'Ivoire, mais on pourrait dire l'espace CEDEAO. L'espace CEDEAO tiré par le géant nigérian, c'est combien de milliards de personnes déjà? Le pouvoir d'achat des terres essentiellement agricoles, comme il vient si bien de le décrire, ça pourrait être donc un débouché pour le marché polonais. Voilà, étant donné que... Et puis avec les crises à répétition liées aux questions alimentaires, moi, je mets plutôt du côté de l'Afrique. Qu'est-ce que nous, on gagne avec l'Europe? Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire, Sénégal, Niger, on gagnerait beaucoup dans cette coopération-là. Si c'est vrai que le transfert de technologie ne signifie pas grand-chose dans les relations internationales, mais pour une fois, avec le pouvoir d'achat qui est si faible en Pologne, je pense qu'il peut même avoir une coopération technique entre ceux qui tiennent la transformation agricole de la Pologne et nos différents États. Je pense que ce côté-là est à explorer. Vous parlez justement des pays, vous avez cité le Nigeria, mais effectivement, cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée, bon, on ne va pas dire africaine, mais en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, puisque hier, le président polonais était au Nigeria, aujourd'hui il est en Côte d'Ivoire et demain il sera au Sénégal. Déjà, pourquoi le choix de ces trois pays, stratégiquement ? Stratégiquement, parce que ce sont les déjà, plus importants. Disons, non, bon, comme il n'y a pas le Ghana, on ne peut pas dire que c'est le plus important. Il aurait fallu ajouter le Ghana. Mais je pense que ces différents pays, quand vous regardez le volume de leurs échanges, ont des profils différents. Disons que le Nigeria, c'est le pays qui achète plus à la Pologne en termes de volume d'affaires dans le deux sens. Et donc, il est un pays un peu hors classement, le Nigeria. Et puis ensuite, il y a la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qui, si vous voulez, par an, vend pour l'équivalent de 350 millions de dollars à la Pologne et en retour achète seulement 50 millions. Donc, c'est comme si les Polonais dépensaient plus en Côte d'Ivoire, 7 fois plus en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens ne dépensaient dans l'économie polonaise. Et vous arrivez au Sénégal, c'est le contraire. C'est-à-dire que le Sénégal achète pour plus de 100 milliards, 130 milliards aux Polonais. Et puis, bon, les Polonais achètent l'équivalent d'une vingtaine de milliards, de millions plutôt, c'est 1 million de dollars. Donc, les Sénégalais achètent pour plus de 120 millions de dollars aux Polonais.
Et puis en retour, voilà, les Polonais investissent dans l'économie du Sénégal un peu moins de 30 millions de dollars. Donc, selon le volume des échanges, ce sont des pays qui ont des profils différents. Le Ghana aussi joue un rôle stratégique. On ne sait pas pourquoi. Mais il ne fait pas partie, voilà, ne fait pas partie de la visite. C'est la grande question. Mais je suppose qu'ils ont décidé de mettre un cap particulier sur l'Afrique francophone, qui n'a pas eu véritablement de relations. Avec le Nigeria, c'est pas sûr. Bon. Le Nigeria, déjà, c'est le cas du PIB africain. Oui. Bon, qui comprend les mécanismes nigériens comprend plus ou moins les mécanismes ghanéens. Donc, quand on a exploré le Nigeria, le Ghana, et puis ils ont de longues traditions d'échange entre le Ghana et puis par rapport aux autres. Ils n'ont pas besoin de s'étourner. Bon, on ne dira pas assez. La Côte d'Ivoire, c'est carrément le précaré. Il a les citadelles, les prédables. Il faut quand même aller sur le terrain. Ils n'ont même pas d'ambassade. Oui, je crois comprendre. Rapidement, dernière question, messieurs. Sur le plan diplomatique et géopolitique, finalement, quel est l'intérêt de cette visite? Qu'est-ce que ça symbolise pour nos deux pays? C'est prestigieux pour la Côte d'Ivoire de recevoir le président polonais, c'est ça? Oui, c'est prestigieux, c'est presque surprenant d'ailleurs. Quand vous m'avez dit, j'ai dit quoi, la Pologne en Côte d'Ivoire? Mais c'est toujours intéressant de diversifier ses partenaires économiques. Pas forcément les 5 mêmes permanents du Conseil de sécurité, mais il y a aussi des États, comme l'a si bien décrit Bangali tout à l'heure, qui comptent, qui ont un certain pouvoir, qui peuvent nous aider à améliorer nos qualités de vie, mais qu'on ne regarde pratiquement jamais, dont la Pologne. Voilà, donc à ce titre-là, et puis les opérateurs... C'est une opportunité pour vous. C'est une opportunité pour nous, surtout en matière de transformation agricole. Sur la même question, dernier mot. Absolument. Aujourd'hui, je pense que le gros avantage du multilatéralisme, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui n'est plus bipolaire, mais multipolaire, c'est justement de pouvoir diversifier ses partenariats au-delà de ce qu'on peut considérer avant comme le précaré auquel on était rattaché. Donc aujourd'hui, la Pologne, je peux le dire, rentre dans le jeu africain en ayant en main une offre. Une offre, il revient aux pays sur lesquels s'est porté ses choix, des pays comme la Côte d'Ivoire, de pouvoir, dans le cadre de leur programme national de développement, d'identifier quel est leur besoin que la Pologne pourrait combler et au-delà de cela, comment ensemble doubler le volume des échanges, parce que la Côte d'Ivoire envoie vers la Pologne, par exemple, du beurre de cacao, que la Pologne finit de transformer et des pays comme la Belgique achètent du chocolat aux Polonais qui eux-mêmes ont acheté le beurre en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez qu'il y a quand même des pistes à explorer pour densifier donc, ces relations qui sont aujourd'hui en train d'être structurées, qui on l'espère dans le point de presse, là on va nous annoncer qu'enfin les deux pays vont ouvrir des ambassades de part et d'autre parce que jusque-là il n'y a pas d'ambassade ivoirienne en Pologne et il n'y a pas encore d'ambassade polonaise en Côte d'Ivoire. Bon entendeur, salut messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment pour tous vos éléments de réponse. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI 1.